Ressentez-vous la responsabilité qui incombe à celui qui porte la voix civilisationnelle de l'Inde sur de telles scènes mondiales? L'Occident a déjà excellé dans toutes sortes d'entreprises extérieures. Lorsqu'il s'agit d'explorer l'univers ou de fractionner l'atome. Et pourtant, ce que nous traversons aujourd'hui est d'une nature bien plus catastrophique que tout ce que l'humanité ait jamais connu. Nous traversons en réalité la phase de la 6e extinction de masse. L'Inde a des enseignements à transmettre. Et en effet, un Indien se tient aujourd'hui à Oxford, où il dispensera son enseignement. Et c'est ce dont l'Inde a besoin. C'est ce dont le monde entier a besoin. Et j'espère que mes paroles sont aussi écoutées. Je m'exprime dans un esprit de liberté et d'amour. Et j'espère que l'Assemblée les accueillera ainsi ce soir. Acharyaji, ma première question s'adresse à vous. Hier à Katmandou, lors de la remise du prix littéraire Kalinga 2026, la lauréate du prix Jnanpith, la docteure Pratibha Rai, vous a décrit comme un fils de Bharat. Aujourd'hui, vous vous exprimez à Oxford, l'université la mieux classée au monde. Ressentez-vous la responsabilité qui incombe à celui qui porte la voix civilisationnelle de l'Inde sur de telles tribunes internationales? Tout d'abord, c'était très généreux de la part de la docteure Pratibha. Deuxièmement, oui, je pense que c'est une responsabilité formidable de porter le message éternel du Védan, les Upanishads, sur les scènes internationales. Pas seulement parce que cela donne une fierté patriotique, mais parce qu'aujourd'hui c'est une nécessité planétaire. Vous voyez, l'Ouest a déjà bien réussi dans toutes sortes d'entreprises extérieures. Lorsqu'il s'agit d'explorer l'univers, de percer les secrets de l'atome ou de découvrir les mystères du corps humain, l'Occident a déjà brillamment réussi. Et pourtant, ce que nous traversons aujourd'hui s'avère bien plus catastrophique que tout ce que l'humanité a pu connaître jusqu'à présent. Nous sommes en réalité entrés dans la phase de la 6e extinction de masse, et celle-ci est entièrement de l'œuvre de l'homme. Il ne s'agit nullement d'un phénomène naturel, quel qu'il soit. C'est nous qui l'avons provoqué. Et nous l'avons fait en utilisant précisément les outils que nous avons acquis par notre connaissance, par nos efforts, nos outils technologiques et notre prospérité économique. Ainsi, tout ce qui fait notre fierté est en réalité mis au service de la destruction. Ainsi, je suis venu ici avec ce message. Sans la connaissance de soi et sans une éducation du soi étendu aux masses, il n'existe que de très faibles chances de rédemption, quelle qu'elle soit. Les Upanishads traitent à la fois de Vidya et d'Avidya, et ici même à Oxford aujourd'hui, je vais aborder le second verset de l'Ishavasya Upanishad, ce qui revêt un caractère hautement symbolique, car c'est également en ce lieu, vous voyez d'ailleurs les éditions Oxford University Press derrière moi, c'est en ce lieu même que l'Upanishad, en l'occurrence l'Isha Upanishad, fut présenté pour la première fois au public anglophone. C'est l'œuvre de Max Muller, lorsqu'il traduisit les livres sacrés de l'Orient, à savoir les Upanishads. L'ouvrage fut publié ici même et comprenait également l'Isha Upanishad. Je vais ainsi aborder l'Isha Upanishad, dont le message central sera le suivant. Vidya et Avidya sont toutes deux importantes. De l'avidya qui est la connaissance de ce qui est vu, de ce qui est expérimenté. Nous possédons déjà un large savoir, et il convient de continuer à progresser en ce sens. Il va de soi que la connaissance et la technologie ne devraient connaître aucune limite. Cependant, c'est la connaissance du voyant qui nous fait défaut aujourd'hui, et cette dimension reste à aborder. Tel est mon message. Sans une attention portée au soi, sans la connaissance de soi-même, et enfin sans une éducation du soi étendue aux masses, nous ne serons pas en milieu de relever les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui.
qu'il s'agisse du sectarisme, de la catastrophe climatique, des divisions internationales de toutes sortes ou de la menace d'une guerre nucléaire totale, toutes sortes de fléaux, ou encore de la prévalence de l'épidémie de santé mentale. Tout cela ne pourra être résolu sans une éducation du soi étendue aux masses. Si je répète inlassablement cette formule, c'est parce qu'elle est nécessaire, et il m'est impossible d'en abuser. Toutes mes félicitations pour ce prix Kalinga Acharyaji. Voici ma question suivante. Oxford a joué un rôle déterminant dans l'introduction L'Isha de Upanishad. l'Isha Upanishad en Occident grâce à la traduction de Max Muller. Aujourd'hui, vous enseignez ce même texte, ici même, de votre propre voix et depuis le cœur de la tradition védantique. Max Muller en a apporté les mots. Que déposez-vous à votre tour? La pertinence contemporaine. La pertinence contemporaine. Max Muller a accompli un travail remarquable en apportant le texte à l'Occident. Ces mots doivent désormais prendre vie. Et la vie est ce moment même. Par conséquent, nous devons examiner ce que la sagesse upanishadique apporte au monde, en y incluant de toute évidence l'Occident aujourd'hui. Et c'est précisément ce que j'aborderai avec force et profondeur à Oxford ce soir. Ce sera une séance détaillée, une séance profonde, une longue séance. Je m'en réjouis pleinement. Jadis, les Indiens venaient à Oxford pour acquérir le savoir. Aujourd'hui, vous êtes ici pour enseigner le Vedanta. Cela marque-t-il une transition pour l'Inde, passant du statut de réceptrice de connaissances à celui de contributrice au dialogue intellectuel mondial? Et les Indiens eux-mêmes reconnaissent-ils enfin la valeur de leur propre tradition? Vous voyez, oui, les frontières politiques, ethniques, culturelles et géographiques nous divisent. Cependant, en fin de compte, nous formons un tout unique en tant qu'espèce. Vous savez, cette unité est au fondement même de toute sagesse. Une unité non seulement à l'échelle de notre espèce, mais également dans notre manière de considérer les autres espèces ainsi que la planète tout entière. Dès lors, oui, il s'établit un libre échange. Très certainement, l'Occident a accompli d'immenses progrès dans le domaine des sciences et dans tout ce qui a trait au monde observé. L'Occident, on peut le dire, a véritablement conquis le monde matériel et continue de s'imposer sur de nouvelles frontières. L'Inde, elle aussi, participe pleinement à ce libre-échange, et ce, depuis fort longtemps. La connaissance védantique n'a jamais été un secret. Quiconque désirait l'apprendre le pouvait, pourvu qu'il fît ses preuves et possédât les qualifications requises. Et ces qualifications, soit dit en passant, n'incluent en rien la naissance, la caste ou le varna. Ces qualifications ont été très clairement définies. Eux, dans le Sadhana Chatushtaya. Et c'est grandement basé sur le mérite. Ainsi, si l'on dispose de la bonne approche et de la juste attitude, l'Inde a toujours été prête à partager. L'Inde a partagé. L'Occident a partagé. Et en tant qu'êtres humains, il va de soi que nous devons faire preuve de générosité les uns envers les autres. Et oui, il y a là une magnifique ironie, et nous nous en délectons tous. Et ce n'est pas seulement magnifique, c'est d'une portée considérable, d'une importance capitale. L'Inde a des enseignements à transmettre. Et oui, un Indien est présent aujourd'hui à Oxford. Et oui, il enseignera à Oxford. Et c'est précisément l'Ishavasya Upanishad qu'il enseignera à Oxford. Et c'est précisément ce dont l'Inde a besoin. C'est ce dont le monde entier a besoin. Et j'ose espérer que ce que j'exprime sera véritablement écouté. Je m'exprime dans un esprit de liberté et d'amour. Et je souhaite que mes paroles soient accueillies ainsi par l'Assemblée ce soir. Très bien. Ma dernière question s'adresse à vous, Maître Acharya. Oxford est réputé pour sa logique, son sens de l'analyse et sa rigueur intellectuelle. Le Vedanta, quant à lui, explore la conscience, le soi et la libération. Dès lors, lorsque ces deux traditions se rencontrent, quel type de dialogue devient possible? Non, ce sont exactement les mêmes outils appliqués vers l'intérieur. Le tout accompagné d'une totale honnêteté. Car lorsque vous appliquez la logique
la rigueur et l'analyse à votre propre personne, à cet ego, vous vous heurtez alors à une résistance interne. Vous voyez, si je souhaite étudier ce mur ou les molécules présentes dans l'air, l'air ne va pas opposer de résistance. L'air ne dira pas « Non, non, je refuse de divulguer mes secrets, parce que cela me blesserait, ou parce qu'un intérêt personnel est en jeu. » La matière n'offre aucune résistance. Tout au plus, il existe des complexités matérielles que l'intellect peut surmonter. Mais lorsqu'il s'agit de vous regarder vous-même et d'employer ces mêmes outils, une résistance surgit alors, car l'observateur est désormais celui-là même qui est observé. Car le voyant est désormais celui-là même qui est vu, n'est-ce pas? Puisque l'objet, à cet instant, n'est autre que le sujet lui-même. Il y aura donc inévitablement une résistance. Et face à cette résistance, l'honnêteté intérieure prend une importance bien plus capitale. Non pas que ces deux traditions, comme vous les appelez, soient divergentes. C'est simplement que lorsqu'il s'agit de s'observer soi-même, un facteur supplémentaire entre en jeu, et ce facteur additionnel est l'honnêteté absolue envers soi-même. Vous pouvez être n'importe qui, et malgré tout être un très bon scientifique. Mais vous ne pouvez pas être n'importe qui, et être malgré tout une très bonne personne, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'il s'agit de l'observation intérieure, vous devez être attentif à vos instincts et à vos intentions. L'intention est un terme d'une puissance considérable, et cette force n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de la science conventionnelle, car celle-ci est par nature objective. L'intention de l'observateur, du scientifique, du sujet, n'y a aucune valeur. En revanche, dans le domaine de la sagesse et de l'observation de soi, l'intention devient absolument capitale. Merci infiniment, Maître Acharya Prashant, de nous avoir accordé votre précieux temps et merci à vous. Téléchargez simplement l'application Acharya Prashant, rendez-vous dans la section communauté, et vous y découvrirez des témoignages en direct qui affluent au rythme d'un toutes les 5 minutes. Je vois chaque jour, sous mes propres yeux, des vies se transformer par milliers, si ce n'est par millions. Nous y travaillons. Nous l'avons concrètement accompli. Rejoignez la communauté de plus de 200 000 participants sur l'application Acharya Prashant. Votre premier mois vous est entièrement offert. Vous bénéficierez d'un accès intégral à la mission Gita. Sur l'application, vous aurez des sessions en direct régulières, des conversations exclusives quotidiennes avec Acharya Prashant, accès à la communauté vibrante de la Gita, des examens de sagesse, des nouvelles sélectionnées, des livres audio, des citations et bien plus. Recherchez Acharya Prashant sur Google Play Store ou Apple App Store et téléchargez maintenant.